C'est officiel, le milliardaire Elon Musk quitte officiellement l'équipe de Donald Trump après des désaccords, certains moments de tension et des grosses difficultés. Alors comment l'expliquer? Que s'est-il passé en coulisses? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien en ce jour de finale de Ligue des Champions. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Toujours sans la caméra aujourd'hui, je reviendrai avec la caméra la semaine prochaine. Vendredi, c'était donc l'heure du pot de départ. Enfin, pas tout à fait un pot de départ comme ceux que vous pouvez connaître. Ici, il avait lieu à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, et il était pour Elon Musk. Un pot de départ joyeux plutôt en apparence, mais qui cache en fait des tensions apparues récemment et un bilan très contrasté qui est donc intéressant à analyser aujourd'hui. Pour rappel, Elon Musk avait donc été nommé en janvier 2025 à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. La mission du DOGE, selon Musk et Trump, c'était de réduire drastiquement et massivement les dépenses des États-Unis. Mais fin avril, Elon Musk avait déjà annoncé qu'il comptait se mettre en retrait pour s'occuper davantage de ses entreprises et notamment de Tesla, mais on revient là-dessus juste après. Mais alors, pourquoi ce choix? Eh bien, il y a plusieurs choses à analyser. Déjà, il y a eu certains désaccords récents. Elon Musk a notamment expliqué avoir été déçu par une nouvelle loi de Donald Trump, qui est actuellement en cours d'examen au Congrès, et qui entraînerait, selon Elon Musk, une augmentation du déficit de l'État, et donc provoquerait de la dette, là où Elon Musk, de son côté, tentait de réduire les dépenses publiques. Cette loi, que Donald Trump a d'ailleurs appelée le grand et beau projet de loi, en anglais c'est The One Big Beautiful Bill, a pour objectif de mettre en application de nombreuses promesses de campagne du président. Et selon la Maison Blanche, les élus américains qui ne soutiendraient pas ce projet commettraient, je cite, la trahison ultime. Sauf que donc pour Elon Musk, ce projet, il va à l'opposé de ce que portait le Doge. Bon, et l'autre sujet de tension sur le fond, c'est la hausse des droits de douane à laquelle Elon Musk s'oppose. Bon, mais pour revenir à cet objectif de Musk de réduire les dépenses publiques, est-ce qu'il y est arrivé? Eh bien, pas vraiment. Et Elon Musk en est un petit peu conscient. Dans un entretien au Washington Post, Elon Musk a déclaré, je cite, que la bureaucratie fédérale est bien pire que ce que je pensais. Je savais qu'il y avait des problèmes, mais c'est vraiment un parcours du combattant pour essayer d'améliorer les choses à Washington. Fin de citation. Pour rappel, tout ça se place dans un contexte plus large où Elon Musk fait partie de ces personnalités, maintenant personnalités politiques, qui souhaitent réduire au maximum les dépenses de l'État, souhaitent réduire au maximum en fait la présence de l'État pour laisser la place aux entreprises privées et notamment, il faut le dire, les siennes. Bref, c'est ce qu'il porte assez ouvertement, il l'assume. Alors maintenant, si on regarde les chiffres, selon les données de son propre site, Elon Musk et son département n'ont finalement réussi, entre guillemets, à économiser que 170 milliards de dollars. Alors ça paraît immense, mais c'est beaucoup moins par exemple que l'objectif initial qui était de faire économiser 2000 milliards de dollars au gouvernement avant finalement de réduire cet objectif à 1000 milliards de dollars puis à 150 milliards de dollars. Bref, là le chiffre annoncé c'est près de 170 milliards de dollars et encore toutes ces économies ne sont pas clairement documentées et surtout il faut noter que un certain nombre de ces réductions de dépenses ont tourné au fiasco. Déjà parce qu'elles ont plongé dans la peur de nombreuses personnes qui travaillaient avec une forme d'incertitude sur qui était concerné ou non par ces réductions de dépenses publiques. Par ailleurs, on peut noter, et on en avait parlé à l'époque, que Elon Musk et ses équipes ont annoncé à plusieurs reprises des dépenses qui en fait n'existaient pas réellement. Et enfin, on peut noter que la justice est intervenue dans de nombreuses situations en ordonnant la réintégration de milliers de fonctionnaires qui avaient été licenciés par le gouvernement des États-Unis, déclarant que ces licenciements n'étaient pas justifiés légalement et que ce n'était pas le rôle de ce ministère parfois, mais plutôt du Congrès, donc du Parlement des États-Unis. Alors, quelques éléments additionnels pour bien comprendre et analyser tout cela. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que finalement, le fait que cette mission ne dure que quelques mois, c'était quelque chose qui était envisagé. En effet, en réduisant à 130 jours, son rôle ici au sein du gouvernement des États-Unis, il bénéficiait de ce que l'on appelle d'un statut d'employé spécial du gouvernement. L'avantage de tout ça, c'est que, ça lui permettait notamment de ne pas faire face à certaines obligations, des procédures, etc. Notamment en matière de transparence et de vérification de potentiels conflits d'intérêts auxquels, vous en doutez, Elon Musk n'avait pas spécialement envie de se soumettre. En effet, pendant sa présence au sein du gouvernement des États-Unis, Elon Musk a été accusé d'avoir pu favoriser ses entreprises personnelles en étant au sein donc du gouvernement. Ce qui a sûrement fait le plus parler, c'est la nomination à la tête de la NASA d'un homme. Cet homme, c'est Jared Isaacman. Il a déjà travaillé avec l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Il est proche du milliardaire et il a été nommé à la tête de la NASA, ce qui peut être potentiellement utile pour multiplier les contrats avec SpaceX
SpaceX et Elon Musk. Alors maintenant, pour nuancer, Elon Musk n'a pas réussi à placer ses entreprises partout. Par exemple, récemment, il y a quelques jours, les États-Unis ont signé un contrat massif sur l'intelligence artificielle avec les Émirats Arabes Unis et avec notamment l'entreprise OpenAI, c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Alors Elon Musk voulait en faire partie, sauf que vous l'avez compris, il n'a pas du tout réussi à intégrer tout cela. Par ailleurs, ce que l'on peut noter, c'est que au-delà de la relation entre Trump et Elon Musk, il y a eu en fait des tensions importantes avec plusieurs ministres, plusieurs membres du gouvernement de Donald Trump. Début mars, Elon Musk et le secrétaire d'État Marco Rubio, donc chargé de la politique étrangère, s'étaient notamment disputés lors d'une réunion du cabinet au sujet des réductions du dépenses de personnel au sein du gouvernement fédéral. Elon Musk avait également traité sur X Peter Navarro, un conseiller de Trump, de crétin et de personnes bêtes comme ses pieds. Alors désormais, il devrait se concentrer davantage sur ses propres entreprises, notamment X, Tesla ou encore SpaceX, et ce notamment parce que certaines de ces entreprises sont vraiment en difficulté ces derniers mois. Dans un contexte où de nombreuses déclarations d'Elon Musk ont fait polémique, on peut aussi mentionner la question de ce salut fasciste il y a quelques mois. Bien dans ce cadre-là, on peut par exemple observer que les ventes de Tesla en Europe ont véritablement chuté ces derniers mois. Bref, Elon Musk souhaite désormais se concentrer à nouveau sur ses entreprises. On suivra dans tous les cas tout ça, mais ça me paraissait intéressant d'analyser ce qu'il en était, puisque beaucoup de médias ont évoqué la question de cette relation entre Elon Musk et Donald Trump. Voilà, je vous laisse en tout cas avec Elisara pour les actualités en bref, et au passage, ce soir, vous le savez, c'est la finale de la Ligue des Champions. Je serai présent sur place pour essayer de partager tout ça, et notamment vous transmettre tout un tas d'images. Ça se passera directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et oui, effectivement, il y a des reportages qui sont un peu plus sympas que d'autres à faire. L'équipe sera aussi sur place, notamment en direct du Parc des Princes ou encore des Champs-Élysées, donc on fera en sorte de suivre cette soirée-là, quelle que soit d'ailleurs l'issue de la finale. Allez, je vous laisse avec Elisara pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 4 institutions juives ont été taguées ce samedi matin à Paris. Sont concernées 2 synagogues, le restaurant chez Marianne, ainsi que le mémorial de la Shoah. Ces lieux sont situés dans le 4e arrondissement de Paris. Les images de vidéosurveillance montrent un homme, vêtu de noir, en train de taguer ces lieux aux alentours de 4 heures du matin, avec de la peinture verte, dont le pot a été retrouvé. Les tags ne représentent pas de motifs, d'inscription ou de revendication en particulier. L'homme n'a pas été retrouvé et une enquête pour dégradation commise en raison de la religion a été ouverte. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré condamner avec la plus grande force ces intimidations et a annoncé porter plainte. Le maire de l'arrondissement concerné, Ariel Veil, a déclaré sur X après la peinture rouge, la peinture verte, faisant référence aux mains rouges qui avaient été peintes sur le mur des Justes il y a un an, en mai 2024. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exprimé sur X son immense dégoût devant ces actes odieux qui visent la communauté juive. Deuxième actu, la Chine se préparait à potentiellement utiliser la force militaire pour envahir Taïwan. C'est l'alerte lancée ce samedi depuis Singapour par le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth. Il affirme que la menace représentée par la Chine est réelle et pourrait être imminente, et l'armée chinoise s'entraînerait tous les jours en vue d'une invasion de l'île. Pour rappel, Taïwan, c'est une île d'Asie du Sud-Est située à 180 km de la Chine. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, mais en face, Taïwan se considère comme un pays indépendant, même s'il n'a jamais officiellement déclaré son indépendance. Taïwan a sa propre capitale, Taipei, et son propre président, Lai Ching-te. La Chine menace régulièrement d'envahir Taïwan et effectue plusieurs exercices militaires en ce sens dans la région. Si vous voulez en savoir davantage, on vous en parlait plus en détail il y a quelques semaines dans cette vidéo, on vous met le lien en description. Les États-Unis sont un allié historique de Taïwan et le ministre de la Défense a affirmé faire de cette région un théâtre prioritaire et vouloir dissuader toute agression par la Chine communiste. Selon des responsables taïwanais et américains, la Chine aurait demandé à son armée d'être prête à envahir Taïwan d'ici 2027. On vous tiendra au courant. Troisième actu, à partir du 1er juillet 2025, toutes les personnes de plus de 18 ans qui veulent combattre dans des compétitions de boxe devront se soumettre obligatoirement à un test génétique afin de, je cite, déterminer leur sexe à la naissance. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi World Boxing, l'instance qui régira la boxe aux Jeux de Los Angeles en 2028. L'organisation assure vouloir assurer la sécurité et l'équité des compétitions et n'organisera des compétitions que pour les athlètes classés comme hommes ou femmes. Ce test sera réalisé par un prélèvement nasal ou buccal ou avec un échantillon de salive ou de sang. Il sert à déterminer la présence ou non du chromosome Y, indicateur du sexe biologique masculin. L'organisation a expliqué mettre en place cette mesure à la suite de la participation d'Iman Khelif, une boxeuse algérienne, médaillée d'or chez les moins de 66 kg à Paris l'été dernier. La sportive avait été la cible d'attaques sur son identité par les milieux conservateurs, qui la présentaient comme un homme combattant chez les femmes. La boxeuse taïwanaise Lin Yuting, médaillée d'or à Paris chez les moins de 57 kg, avait aussi été ciblée par une campagne de haine en raison de son identité de genre. World Boxing a aussi indiqué avoir écrit à la Fédération algérienne de boxe pour l'informer qu'Iman Khelif ne sera pas autorisé à participer dans la catégorie des femmes à n'importe quel événement
l'événement World Boxing jusqu'à ce qu'elle passe un test de genre. Iman Khelif a affirmé de son côté ne pas être transgenre et que cette polémique ne la concerne pas et ne l'intimide pas. Et enfin, une bonne nouvelle pour la superstar américaine Taylor Swift qui a annoncé ce vendredi avoir réussi à racheter les droits de ses 6 premiers albums. Il s'agit en fait d'une très longue bataille judiciaire entre l'artiste et Scooter Braun, un entrepreneur américain dans l'industrie musicale. Alors pour comprendre, il faut remonter à 2005. Taylor Swift a environ 15 ans et signe avec le label indépendant Big Machine Records. L'artiste enregistrera ses 6 premiers albums avec ce label qui détiendra les masters, c'est-à-dire les enregistrements originaux des chansons de Taylor Swift. En fait, le propriétaire des masters décide de la manière dont la musique est distribuée et vendue. Parfois, ces masters appartiennent à l'artiste directement et constituent sa principale source de revenus. Sauf que des années plus tard, en 2018, Taylor Swift quitte Big Machine Records. Le label sera racheté l'année suivante par Scooter Braun, dont on vous parlait il y a quelques instants, et avec ce rachat, Scooter Braun est devenu propriétaire des chansons des 6 premiers albums de Taylor Swift et il a ensuite revendu ses masters à un fonds d'investissement, Shamrock. L'artiste avait à ce moment-là déclaré se sentir dépouillée de son œuvre. Elle avait même réenregistré 4 de ses premiers albums en spécifiant qu'il s'agissait de la Taylor's Version, la version de Taylor. Comme ça, les fans qui connaissent sa bataille judiciaire avec Scooter Braun pouvaient quand même écouter ses premiers albums tout en sachant que cette fois, ils appartenaient à la chanteuse et non au fonds d'investissement. Sur Instagram, l'artiste a remercié Shamrock de lui avoir donné la possibilité de racheter les droits de ses premiers albums. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public. Merci beaucoup pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités du jour. Pour suivre donc la finale de la Ligue des Champions, ça se passe directement aussi sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.